Je passe la parole du coup à Thomas et Sabrina et Patricia. Voulez-vous vous présenter, l'un d'entre vous? Bonjour, donc Thomas Pérez-Védiard de la Chambre de métier et donc en charge de l'appui RH et présenter cet atelier. Donc, Patricia Fourré de la Chambre de commerce du Val-de-Marne. Donc, je m'occupe pour le moment de l'appui RH aux entreprises. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonjour, Sabrina Moukabelil de l'ARACT Île-de-France, chargée de mission à l'ARACT Île-de-France, qui est l'association régionale d'amélioration des conditions de travail qui est rattachée au réseau national ANACT. Et on vous a mis des slides présentant donc les missions de l'ARACT, on va les passer, vous aurez l'occasion de les regarder quand vous aurez accès à cette présentation. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la démarche qualité de vie au travail, comment elle se met en place et quelles sont les étapes pour pouvoir mettre en place cette démarche QVT dans vos entreprises. Pour commencer, pourquoi mettre en place une démarche qualité de vie au travail dans vos entreprises? Ça permet de passer d'une logique où on a plein d'actions qui s'empilent, des actions sur la prévention des risques professionnels, des actions sur les parcours professionnels, des actions GRH. Ça permet de regrouper toutes ces actions dans une approche plus structurée qui devient du coup plus cohérente et qui fait sens avec la stratégie de l'entreprise. Ça permet aussi d'accompagner les changements et les mutations qui interviennent dans vos organisations, surtout au regard de cette crise sanitaire qui a quand même contraint les entreprises à beaucoup transformer et revoir leur façon de travailler. Et puis, elle permet de répondre à des enjeux d'attractivité, de fidélisation du personnel ou alors, plus globalement, des enjeux d'image. Pour réussir une démarche qualité de vie au travail, il est nécessaire de partir du travail réel, donc d'avoir une vraie connexion avec l'existant et avec la stratégie de l'entreprise, de mettre en place une démarche participative basée sur les retours des salariés dans une dynamique de dialogue constructif et dans un objectif de progrès. De pouvoir accepter que les choses vont éventuellement changer dans vos entreprises, qu'elles vont se transformer et que de nouveaux procédés de travail vont ressortir de toute cette effervescence et de tous ces questionnements autour du travail réel. Et puis, très important, de communiquer sur cette démarche dès le démarrage et tout au long de son déploiement dans de vos structures. Notre temps d'échange, notre atelier est structuré autour de 4 thématiques. La première, donc, ça sera sur la qualité de vie au travail. Puis, il y aura un deuxième temps sur la prévention des risques professionnels et un focus sur le document unique. Puis, interviendra une partie sur la prévention des risques psychosociaux. Et on terminera avec le management de la santé et qualité de vie au travail. Et puis, nous ferons un temps d'échange, de questions-réponses. Et vous aurez bien sûr accès à des ressources documentaires, des vidéos et des contacts pour pouvoir revenir vers nous si vous avez des questions, vous souhaitez approfondir certaines thématiques. Nous allons donc commencer par la partie sur la qualité de vie au travail et je vais vous donner des éléments de définition. L'accord interprofessionnel, l'accord national interprofessionnel qu'on appelle ANI, qui est en train d'être renégocié, a mis une définition sur la thématique de la qualité de vie au travail et il l'identifie comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement. Ça veut dire que c'est une perception individuelle et collective de ces conditions de travail et cette perception englobe différentes thématiques que nous aurons l'occasion de voir dans les slides qui vont suivre. Cet accord national interprofessionnel a aussi mis l'accent sur la corrélation évidente et que défendent toutes les personnes qui travaillent sur la thématique de la santé au travail, une vraie corrélation entre la qualité de vie au travail et la performance économique des entreprises.
Dans la démarche QVT, le travail est l'axe central. Ça veut dire qu'on part des situations de travail, on analyse le travail réel pour pouvoir le comprendre, on fait s'exprimer les salariés autour de leur travail, faire remonter les dysfonctionnements, les points problématiques, et on leur permet d'agir sur leur travail. C'est ce qui va nous permettre de créer des conditions favorables pour les salariés et de créer des répercussions positives sur l'entreprise, que ce soit en termes de compétitivité ou alors d'essor économique. Toujours selon l'ANI, on peut identifier aujourd'hui 10 éléments constitutifs de la qualité de vie au travail. Je ne vais pas tous vous les citer, mais dans ces éléments, on retrouve l'équité de traitement, donc le respect de l'égalité professionnelle, la qualité du contenu du travail, donc là ça renvoie à la prescription, les fiches de poste et les modes opératoires, et puis aussi, on peut citer aussi la qualité des relations de travail, dans la dynamique, dans les dynamiques collectives et de permettre aux salariés d'avoir des espaces de dialogue professionnel. La qualité de vie au travail regroupe plusieurs champs. Elle regroupe 6 champs exactement. Et là, ce que vous voyez, c'est ce que nous, on appelle la rosace QVT. On a donc 6 champs identifiés. Un champ sur le contenu du travail où on va trouver plusieurs thématiques, qui sont par exemple les moyens alloués ou mis à disposition des salariés pour qu'ils puissent réaliser leur travail, toutes les dimensions de gestion de l'activité, de charge du travail. Le deuxième champ, c'est le champ de la santé au travail, où on retrouve l'évaluation des risques professionnels, on retrouve les aménagements, les aménagements des lieux, des postes. Troisième champ de la qualité de vie au travail, c'est le champ des compétences et du parcours professionnel, où on retrouve des thématiques comme les plans de formation, la gestion des compétences. L'avant-dernier, donc le 5e champ, c'est celui de l'égalité professionnelle pour tous. Donc c'est tout ce qui a trait à l'égalité professionnelle, la prise en compte du handicap, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et le dernier champ de la QVT, qui est le champ du management participatif et de l'engagement, où on retrouve plusieurs thématiques, parmi elles les informations par exemple sur les changements en cours, la clarté des rôles sur les thématiques d'organigramme et du rôle de chacun dans l'entreprise, ou alors la connaissance de la stratégie et du projet d'entreprise. Nous vous avons mis à disposition à la fin de cette présentation un lien vers 2 vidéos. La première, c'est celle-ci, c'est une vidéo du réseau ANACT qui s'appelle Comme un lundi, la QVT c'est quoi? Et c'est une vidéo qui peut vous permettre au sein de votre entreprise de la projeter et de commencer à créer du dialogue, des interrogations et expliquer à quoi ça sert la qualité de vie au travail, c'est quoi, et engager une réflexion collective autour de cette question. Vous allez me dire, mais pourquoi mettre en place une démarche qualité de vie au travail? La QVT aujourd'hui permet de répondre à plusieurs enjeux. Elle participe à la performance globale en augmentant la performance opérationnelle des salariés, parce qu'on va on va parler de leur travail réel, on va le mettre en discussion et en lumière. Elle va participer à la performance sociale, parce qu'on va aussi agir sur le volet collectif, le collectif de travail, et ça va forcément avoir une répercussion sur la performance économique. Donc la démarche QVT doit répondre à plusieurs enjeux. Des enjeux sur la thématique du travail ou sur le champ du travail, qui touchent à tout ce qui est organisation et sens du travail. Des enjeux sociétaux, qui vont toucher les questions liées à l'égalité, au bien-être, à la diversité dans l'entreprise. Et ça va aussi avoir un enjeu marché, qui va être l'enjeu sur la compétitivité, la capacité de l'entreprise à innover. Donc, mettre en place une démarche qualité de vie au travail va vous permettre de mettre en place des actions pour atteindre des enjeux stratégiques sur les 3 dimensions qui sont les dimensions travail, société et marché.
Différents contextes peuvent être à l'origine de la mise en place d'une démarche qualité de vie au travail. Ça peut être pour régler des dysfonctionnements qui ont été signalés par les salariés ou alors constatés par le chef d'entreprise. Et là, on se retrouve dans une démarche QVT qui est là pour construire de l'amélioration. Ou alors, pour faciliter des transformations, une nouvelle organisation se met en place, ou alors un nouvel outil va être introduit. Et là, la qualité de vie au travail, une démarche QVT va vous permettre de construire de l'innovation, ou pour les entreprises qui sont concernées, pour se mettre en conformité et signer des accords QVT. La qualité de vie au travail, un nouveau système d'action et d'acteurs. Pourquoi un nouveau système d'action? Parce qu'on va analyser le travail réel, le mettre en discussion et le transformer. Et un nouveau système d'acteurs parce que les salariés vont se retrouver acteurs de leurs propres organisations. Généralement, on rédige des fiches de poste, on explique aux salariés comment il va devoir travailler et on a recours aux remontées terrain que quand il y a des situations problèmes. Alors que là, on va les faire travailler sur comment construire des conditions favorables pour que tout le monde travaille de manière sereine, bénéfique pour leur santé et bénéfique aussi pour l'entreprise. Comment faire pour mettre en place une démarche qualité de vie au travail dans vos entreprises? Donc, nous vous avons mis, pareil, une vidéo qui s'appelle toujours dans la collection Comme un lundi de la NACT, mais cette fois-ci, c'est la vidéo « La QVT, comment faire ?» Et c'est une vidéo où vous aurez accès à cette vidéo à la fin de cette présentation où vous avons mis un lien, idem, pour pouvoir en parler avec vos équipes. Donc, comment mettre en place une démarche qualité de vie au travail? Tout à l'heure, je vous ai montré une rosace QVT qui est donc qui représente les différentes dimensions à interroger sur le volet qualité de vie au travail. Et il va falloir donc aller se poser des questions sur chacune de ces dimensions et identifier les thématiques sur lesquelles il est nécessaire dans votre entreprise de procéder à des actions d'amélioration. Une fois que vous aurez identifié les thématiques à traiter, que vous aurez identifié les ressources à allouer pour pouvoir mettre en place ces actions d'amélioration, vous allez mettre tout ça en discussion, soit dans des espaces de discussion sur le travail, ou alors dans des réunions d'équipe ou autres formats qui existent déjà dans votre structure. Cette dynamique va permettre aux salariés de trouver un moyen de parler de leur travail réel et du coup de développer le sentiment de reconnaissance. Ça va développer aussi leur professionnalisation et améliorer leur engagement vis-à-vis de leur entreprise. Sur la thématique du travail, ça va favoriser des transformations concertées de l'activité et faire évoluer les pratiques. Et pour l'entreprise, ça sera donc un moyen d'atteindre une performance collective et pourquoi pas créer de l'innovation basée sur un dialogue professionnel et un dialogue social de qualité. Les différentes étapes ou les grands principes de la qualité, de la démarche qualité de vie au travail, c'est donc prendre le temps aujourd'hui d'analyser les situations de travail, de perdre peut-être un peu de temps si on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à cette démarche, on va se dire je vais perdre du temps. Il est vrai que c'est un temps investi au départ, mais c'est un temps qu'on a sur lequel on a tout de suite un retour sur investissement parce que une fois qu'on construit les systèmes de travail ou en tout cas les modes opératoires avec les salariés, on a moins de temps de régulation par la suite et on est gagnant parce que le temps qu'on a perdu au départ, eh ben, on va finir par le rattraper très vite. Et donc, cette démarche qualité de vie au travail, elle se structure en 4 étapes. Une première étape qui est donc de cadrer la démarche, d'identifier dans quel cadre la mettre en place, sur quel axe, quelle thématique et quel processus, d'identifier les ressources ou les acteurs qui vont participer à cette démarche, de faire un état des lieux, un diagnostic, d'identifier donc les thématiques QVT, toujours en référence avec cette rosace, les thématiques sur lesquelles vous allez travailler, les mettre en discussion, parler du travail réel, mettre en discussion avec les salariés.
Une troisième étape qu'on appelle expérimenter, qui permet donc d'ancrer les nouvelles propositions d'amélioration dans le terrain. On va aller les tester réellement sur le terrain et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec un système d'évaluation embarqué. Ça veut dire qu'on teste et en même temps on évalue. Et puis une dernière étape qui sera l'étape de pérennisation. Comment on va faire pour asseoir cette démarche, pour que ce soit une démarche sur le long terme, que ce soit une démarche qui soit appropriée par l'ensemble des salariés et qu'on puisse après, à plus long terme, faire du transfert sur les apprentissages. Par exemple, sur une démarche mise en place dans un service, elle pourra être transférée par les salariés qui ont été mobilisés dans cette démarche sur un autre service ou alors d'une entreprise à une autre. Juste, il y a peut-être une question dans le chat pour la question c'est à partir de combien de salariés on peut engager une telle démarche? Une démarche qualité de vie au travail, elle peut s'engager même sur des petites structures. Au contraire, plus on est petit, plus on a la possibilité de mettre une démarche qualité de vie au travail qui associera l'intégralité des salariés. Je pense qu'il n'y a pas réellement d'effectif minimum pour mettre en place une démarche QVT. Voilà, tout type de salarié. Enfin, je veux dire, à partir de 2 salariés, on peut imaginer même le premier salarié, on peut changer avec son premier salarié. Exactement, tout à fait. C'est en fait l'objectif de la démarche qualité de vie au travail, c'est de comprendre réellement comment votre salarié travaille, même si j'ai un seul salarié. Comprendre, moi j'ai réfléchi à son poste, donc j'ai rédigé sa fiche de poste en me disant voilà ce qu'il va faire. Par contre, je ne peux pas anticiper lorsque je rédige une fiche de poste les aléas. Les choses qui vont se passer réellement dans la mise en place de cette activité. Et le fait d'avoir le retour du salarié et de mettre en discussion lui son ressenti et comment il vit son travail ça va être déjà la première étape de la mise en place d'une démarche qualité de vie au travail. Et après on réfléchit à comment transformer, on teste tout ça avec lui et puis si ça fonctionne, ça peut m'amener à modifier sa fiche de poste ou alors le faire monter en compétences parce que j'ai découvert qu'il mobilisait des choses dont je n'avais pas connaissance. Il n'y a pas réellement d'effectif minimum. Pour continuer avec la démarche QVT, donc on disait c'est une démarche qui doit se faire en 4 étapes. L'étape où on assoit la démarche, on l'inscrit dans un cadre, on identifie les problématiques, on teste et puis après on pérennise. Et cette démarche ne peut réellement se faire que si elle prend son ancrage dans un dialogue professionnel et dans un dialogue social quand mon entreprise a des instances représentatives du personnel ou alors des délégués du personnel. Parce que c'est ce dialogue professionnel qui va faire émerger les problématiques du travail réel et qui va permettre d'apporter des réponses et ça va aussi participer à créer une relation de confiance entre le salarié et son dirigeant et augmenter le ressenti sur la dimension reconnaissance au travail, augmenter aussi son engagement vers l'entreprise et participer à ces doubles objectifs qui étaient l'amélioration des conditions de travail pour le salarié et l'amélioration de la performance de l'entreprise. Voilà pour ma part. Je vais passer la parole à Thomas pour la deuxième partie sur la prévention des risques. Vous avez des questions peut-être avant qu'on démarre la deuxième partie? Donc, on a répondu, à partir d'un salarié, on peut faire une démarche qualité de vie au travail. Pas de questions, on continue? Moi, j'avais peut-être une petite question. On a parlé beaucoup de travail réel. Sabrina, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais entre le travail réel et qu'est-ce qu'on appelle travail réel, quoi, et des discussions sur le travail en général. D'accord. Nous, les spécialistes des conditions de travail et de la santé, sécurité au travail, on distingue le travail prescrit. C'est ce qu'on disait depuis le début, c'est le travail comme il a été anticipé, rédigé, on renvoie assez facilement pour illustrer à la fiche de poste. Donc c'est un enchaînement de tâches qui sont censées se succéder pour constituer la globalité d'une journée de travail, par exemple sur un poste. Et le travail réel, c'est
toutes les régulations que je vais devoir mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs qui m'ont été fixés. C'est toutes les actions qui, au final, ne sont pas recensées dans ce que on vous a demandé de faire, mais que vous êtes contraint à faire et à mobiliser pour pouvoir atteindre l'objectif qui vous a été fixé. Et il y a souvent un écart entre cette prescription et ce travail réel qui, lui, se fait dans une situation où on peut être face à des aléas, un sous-effectif, une machine qui tombe en panne. Et là, on ne peut plus coller à la prescription. Et donc, l'objectif, c'est de se rapprocher au mieux, de connaître au mieux le réel du travail pour donner un maximum aux personnes la possibilité de réguler et de travailler dans des conditions qui sont agréables et sereines. Il y avait une autre question aussi. Voilà, de Jeanne. Bonjour Jeanne. Y a-t-il une certification qualité de vie au travail? Bonjour. Non, pas à ma connaissance. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie. On continuera. De toute façon, à la fin de chaque partie, on répond aux questions, voire au fil de l'eau. Donc voilà. Deuxième partie, on va revoir. Là, on a vu sur un petit peu une démarche QVT, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça impliquait. Et avant la démarche QVT, en fait, il y a des obligations, d'autres obligations pour l'employeur en termes de prévention des risques, qu'ils soient physiques, psychosociaux ou autres, et notamment les risques psychosociaux. Donc. Et on va voir un petit peu comment tout ça peut s'articuler. Et voilà, pour arriver à une dernière partie où on verra que ce n'est pas du boulot en plus, en fait, c'est un tout que vous pouvez faire, la démarche, vous pouvez l'initier très facilement. Et c'est pour vous donner quelques billes sur comment initier ces différents types de démarches. Donc, sur la prévention des risques en général, il y a un cadre légal. Là, par contre, il y a une obligation qui existe. Donc l'obligation, en fait, on retrouve dans le Code du travail que l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En gros, un salarié qui sort de chez lui le matin pour venir travailler chez vous, qui glisse dans la rue sur une plaque de verglas sur son trajet, c'est déjà de votre responsabilité. Ce ne sera pas de votre faute dans ce cas-là, mais ce sera de votre responsabilité. Donc, il y a des obligations de santé-sécurité. Et du coup, elles concernent tous les risques auxquels sont exposés les salariés au travail. Donc, ça peut être des risques physiques, mais également psychologiques, psychosociaux. Ça peut être du harcèlement, de la violence au travail, etc. Qui peut venir des clients, qui peut venir des conditions de travail, on verra ça. Donc, tout doit être pris en compte. Le point à retenir, c'est quelle que soit la situation, le respect de l'obligation n'est pas présumé, du moins, voilà, ou la méconnaissance ne sont pas présumées. Ça doit pouvoir faire l'objet d'une démonstration s'il y a un litige. C'est-à-dire que vous avez un salarié qui se blesse, vous avez mis en place toutes les mesures de protection, il va falloir prouver que vous avez mis en place ces mesures de protection. Donc, comment on le prouve? C'est là qu'on va avoir besoin du fameux document unique. Vous pouvez garder, par exemple, des factures de commande d'équipement de protection, une note de service, des comptes rendus de réunion où vous avez parlé de santé-sécurité, où vous avez donné des préconisations sur comment faire. Tout ça, c'est des éléments de preuve. Donc, il faudra bien garder tout ça. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas bien cette obligation de sécurité? Il y a tout un tas de conséquences qu'il peut y avoir. Il peut y avoir déjà des conséquences juridiques, c'est-à-dire que si on avait connaissance d'un risque, ça c'est le plus grave en fait, si on avait connaissance d'un risque, que l'employé se blesse et qui montre qu'on n'a rien fait pour le protéger de ce risque, là c'est même la responsabilité pénale qui peut être attaquée. Après, vous avez d'autres conséquences financières. Ça peut aller notamment si l'inspection du travail passe dans votre entreprise, qu'il n'y a pas de document unique ou pas de document unique à jour, vous pouvez avoir une amende qui va de 1 500 à 3 000 €. C'est des conséquences financières aussi parce qu'un salarié qui est en accident du travail, au-delà du traumatisme que ça peut provoquer dans l'équipe ou pour vous-même, derrière, l'indemnisation se fait à 100% et l'entreprise va devoir rajouter à l'indemnisation qui est prévue par la sécurité sociale. Vous avez d'autres, des dysfonctionnements aussi. Vous allez avoir une personne de moins pendant un délai dans l'équipe.
ça va être des conséquences sur la qualité de service que vous pouvez rendre, du coup, et puis derrière, toutes les conséquences humaines. Si c'est un des points principaux de risque, venir dans un environnement de travail dangereux, c'est pas confortable, ça met une ambiance pas terrible dans l'équipe, clairement. Démarche en bref sur la prévention. En fait, vous avez différentes familles de risques. Vous en avez, j'ai vu quelques entreprises que je connaissais qui participent. Donc, on va avoir, par exemple, dans la coiffure, il y aura des risques de chute de plein pied sur des sols qui sont en général mouillés ou humides ou glissants. Vous avez aussi des risques, pour rester sur la coiffure, par exemple, des risques sonores avec du bruit en permanence de différentes machines. Vous avez tout ce qui est risque respiratoire, qui va être lié c'est dans les risques chimiques, qui va être lié aux produits qui sont utilisés, etc. Donc, une des premières démarches, ça va être de regarder toutes les typologies de risques que vous avez dans votre entreprise. Et la Thomas, démarche... Pardon. Oui, il y a une question sur qui était la version dématérialisée reste-t-elle autorisée? Alors, je voulais peut-être avoir des précisions sur cette question. Est-ce que c'est une version dématérialisée du document unique que la question que la personne voulait poser? Oui, tout à fait, parce qu'il me semblait, quand nous on l'a mis en place, qu'on avait lu que si on l'avait en version dématérialisée, c'était valide. Mais je voulais vérifier cette information et savoir quelles étaient les conditions, parce que j'imagine qu'il faut que ce soit sur une sorte de cloud auquel les salariés ont accès, par exemple. Oui, alors là, en termes du moins légal, dans les affichages obligatoires, vous devez indiquer, qui sont accessibles à l'inspection du travail, médecine du travail quand ils viennent, vous devez indiquer comment, dans quelles circonstances, les salariés peuvent avoir accès au document unique. Après, ce document unique, il peut être en version papier ou il peut être en version numérique. Il peut être sur un ordi que les salariés peuvent consulter pendant leurs heures de travail. Ça n'a pas de souci. Par contre, comme il y a une obligation de réévaluer les risques dès qu'il y a des nouveaux risques, il faut bien voir de le mettre à jour tous les ans, on va y venir un petit peu après. Il faut bien que vous ayez à la rigueur des petits dossiers avec les versions successives que vous avez fait. Par exemple, le document unique 2019 dans un dossier, même s'il y a des changements minimes ou qu'il y a une ou deux lignes qui changent seulement, la version 2020 dans un autre dossier. Comme ça, si vous avez un contrôle, vous pouvez montrer que c'est un document que vous faites vivre et que vous réévaluez régulièrement les risques qu'il y a dedans. Voilà, donc ça peut être en version numérique, mais il faut bien avoir une trace des modifications que vous avez faites dedans pour pouvoir prouver que c'est un document que vous tenez à jour. Il y en a effectivement une précision où vous dites oui, j'ai effectivement mis à jour avec le Covid au mois de mai, avec les nouvelles conditions. On fait un mini focus dessus, mais effectivement, ça c'est un nouveau risque dans l'entreprise. Donc, les mesures qui ont été mises en place doivent figurer dans le document unique. Et il faut en informer l'ensemble des collaborateurs quand il y a une mise à jour qui a été faite. Bien sûr, oui. Voilà. Bien sûr. Donc, la démarche, la première étape, c'est d'identifier les risques, les situations, les postes de travail qui présentent ces risques-là. Donc, on voit déjà qu'on n'aura pas les mêmes risques sur un travail administratif plutôt dans un bureau en support ou sur le terrain si on est plombier ou autre chose. Donc, il faudra bien évaluer les risques auxquels je m'expose sur le terrain, les risques auxquels je m'expose, je ne sais pas, sur le transport dans la camionnette pour aller sur le chantier et le risque au bureau. Ensuite, on va évaluer, on va voir ça, la gravité potentielle du risque auquel je m'expose et est-ce que j'y suis exposé souvent. Donc, c'est la gravité, la fréquence. Et du coup, ça va nous permettre de donner une priorité au risque. Et ensuite, on va évaluer toutes les mesures pour protéger. On parle de risque, de danger depuis tout à l'heure. Très rapidement, un danger, c'est pas forcément grave. Une flaque d'eau dans le fond de la cour où personne ne va jamais, ça reste un danger, ce n'est pas un risque. Le risque, c'est le croisement d'une personne avec une situation dangereuse. Donc, si la personne se retrouve à devoir passer sur la flaque d'eau, on a une situation dangereuse. Et là, il peut y avoir un risque de chute et du coup, derrière, un risque de fracture ou autre, donc un arrêt assez conséquent. Donc, il y a plein de façons d'agir. On peut agir sur le danger lui-même, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de flaque d'eau. Sur les personnes, en les formant,
en leur expliquant qu'on ne passe pas dans cette zone-là, etc. Ou on peut agir sur la situation dangereuse en faisant en sorte que la personne ne rencontre jamais le danger. Et même si on ne peut pas supprimer totalement cette situation dangereuse, on peut agir de façon à protéger la personne quand elle se retrouve en situation dangereuse, de façon à diminuer son niveau de risque. Je ne sais pas, sur un risque de chute, par exemple, on peut lui mettre des chaussures antidérapantes, on peut lui mettre de la mousse partout, qui fait que si elle tombe, elle ne se cassera pas le bras, etc. Je vous prends exprès des exemples un petit peu farfelus pour bien visualiser le truc. Donc voilà, on peut agir à plein de niveaux. Quelles mesures de prévention on va choisir du coup? On va privilégier les mesures où on anticipe au maximum le risque, voire on supprime le danger. Sinon, on va agir sur l'exposition, la fréquence d'exposition des gens au risque, et éventuellement, dernier recours, comment les protéger du risque. Mais l'équipement de protection, il faut garder en tête que c'est le dernier cran, en fait, quand on n'a pas pu supprimer le danger ou quand on n'a pas pu agir sur la fréquence d'exposition. Je vous ai mis, ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil, c'est aussi dans le, je crois que c'est le code de la santé, c'est les 9 principes généraux de prévention, et ça suit un petit peu la même logique. On essaye au maximum d'éviter les risques, de supprimer les dangers, mais ça peut être aussi toute une question d'adapter le travail à l'homme. C'est-à-dire que plutôt que de faire des exercices régulièrement parce que la posture fait mal au dos, ben on va essayer d'avoir un matériel qui amène le travail à la bonne hauteur pour pas avoir de problème de dos tout simplement. Après, il y a tenir compte de l'évolution de l'état de la technique. Et ça, quand vous rachetez du matériel, les outils que vous utilisez au quotidien évoluent. Les écrans, par exemple, même sur un travail de bureau, vous avez maintenant des écrans d'ordinateur qui filtrent certaines lumières, vous avez des possibilités de hausser le bureau ou de le diminuer de taille pour adapter le poste de travail à tous les collaborateurs, etc. Donc, il faut vraiment, ou d'acheter des machines moins bruyantes, moins lourdes pour limiter les tensions. Il y a plein de choses à faire. Ensuite, on va toujours privilégier aussi le collectif à l'individuel. Donc, si on a une mesure de protection qui protège tout le monde, on va la préférer à une mesure qui protège juste une seule personne. Là, on reprend pour l'exemple d'un salon de coiffure, une ventilation, une aération efficace, ça va être beaucoup plus simple que de protéger individuellement avec des masques chaque personne qui travaille dans le salon. Après, il y a une autre logique qui se greffe à ça, c'est que les mesures de protection que vous prenez, il faut faire preuve de pragmatisme. Est-ce que c'est faisable, rapidement ou pas? Je vais toujours préférer une mesure que je peux mettre en place plutôt qu'une qui est très compliquée, qui est parfaite mais très compliquée et qu'on reculera indéfiniment. Est-ce que le coût est supportable par l'entreprise? Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour avoir un degré de protection équivalent? Est-ce que c'est acceptable par l'équipe? Est-ce que ça ne révolutionne pas trop les pratiques de travail? Parce qu'une mesure de protection qui n'est pas suivie parce qu'elle rajoute des contraintes au poste, c'est compliqué. Et est-ce que la mesure que je prends, elle ne présente pas un nouveau risque? Si je fais du travail un petit peu en hauteur et que du coup j'ai une personne plus petite qui doit bosser sur un plan de travail et que je lui mets un escabeau, j'ai rajouté un risque de chute. J'ai remplacé un risque de tension sur le dos par un risque de chute. Donc, ce n'est pas vraiment l'idéal non plus. Le document unique, donc, on a vu, on va avoir un système de cotation. C'est ce dont je vous parlais juste avant, entre le croisement entre la fréquence d'exposition à un danger du salarié et la gravité du risque auquel il s'expose. Donc, on a forcément, si on a un danger qui est présent tous les jours et qui fait un risque potentiellement mortel pour le salarié, on est tout de suite dans une zone rouge que vous voyez en bas à droite. Là. Et là, on ne peut pas différer l'action, il faut agir tout de suite. Quand on est en orange, on peut réfléchir un petit peu plus, se poser et différer un petit peu pour avoir une solution efficace. Et quand on est dans une zone verte, un danger minime qui arrive une fois par an, ce ne sera pas notre priorité d'action. Voilà. Donc, ce système de cotation doit apparaître, ça aussi légalement, au début de votre document unique. Quel système de cotation du risque vous utilisez? Ça va vous faire des belles couleurs et du coup, ça va être beaucoup plus visible où je dois mettre mes efforts en priorité. Et ensuite, vous avez votre document unique qui se déroule. Donc là, je vous ai mis un exemple où on a
D'un côté, situation de travail. Donc là, on peut réfléchir par zone, par situation, par poste, et on va lister tous les risques qui sont associés. Donc là, on a mis par exemple des livraisons de matériaux sur un chantier. Du coup, on va réfléchir, quand on livre des matériaux sur le chantier, quels risques, quelles situations dangereuses se présentent. Donc là, on a fait juste sur un, on a fait la manutention manuelle de charge, qui peut provoquer des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de dos, etc. Des risques de chute avec des choses dans les bras. Donc voilà. On a ensuite appliqué le système de cotation. Donc on a étudié que là, dans le cas, c'était pas forcément très grave, c'était pas des charges lourdes, et qu'en même temps, il n'y avait pas une fréquence d'exposition trop forte. Et du coup, on a un code jaune. Donc, il faut s'en occuper quand même. Ensuite, on va regarder quelles mesures existent déjà, parce que vous avez tous tout un tas de mesures de prévention qui existent depuis longtemps dans l'entreprise, plus ou moins formalisées. Donc, on va lister ces mesures. Là, on a formé des salariés aux gestes et postures. On a même une petite affiche régulièrement et on leur rappelle dans une réunion une fois par an, donc on peut le mettre. Le port de gants. Ils peuvent porter des gants, ça évite de se faire mal aux mains et voilà, et que les charges glissent. Et il y a l'utilisation de diables et de transpalettes à disposition des salariés dans l'entreprise. Par contre, on a réfléchi à ce que c'était suffisant, on s'est aperçu qu'on pouvait progresser là-dessus. Donc, dans les mesures à mettre en place, on a mis l'achat d'un équipement de manutention mécanisé. Je l'avais fait il y a un petit moment celui-là, donc j'ai mis une date de réalisation à côté. Quand est-ce que je planifie l'action ? Il fallait que ce soit fait avant décembre 2019. Pour revenir à la question tout à l'heure, est-ce que je peux l'avoir en version numérique ? Oui. Par contre, dans la version d'après, forcément, si j'ai planifié quelque chose en décembre 2019, c'est bien que ce soit devenu une action existante. Voilà. Quand est-ce que je mets à jour le document unique ? Quand j'ai plus de 11 salariés, j'ai une obligation de le mettre à jour tous les ans et à chaque nouveau risque important, bien sûr. Donc, s'il y a une épidémie de Covid en cours d'année, même si je l'ai fait 2 mois avant, il faudra que je mette une annexe ou que je réévalue ce risque et que je l'intègre au document unique. Si j'ai moins de 11 salariés, je n'ai pas d'obligation de le faire tous les ans, mais dès qu'il y a un nouveau risque, des changements de méthode de travail qui présentent des nouveaux risques, il va falloir que je mette pareil une annexe ou que je fasse une version du document unique qui prend en compte ces nouveaux risques. Donc effectivement, l'épidémie, c'est un changement de circonstances qui doit me conduire à adapter les mesures à mettre en œuvre. Donc là, dans le cas du coronavirus, on doit passer en revue toutes les circonstances qui peuvent être contaminantes pour les salariés, où ils sont exposés à un risque de contamination, à y mettre en œuvre derrière les mesures nécessaires. Un petit rappel juste, le but, c'est pas d'éviter, on ne pourra jamais faire des entreprises 100% zéro risque. Donc le but, c'est pas de garantir l'absence de toute exposition, c'est de faire ce qu'on peut. Là, dans le cadre du coronavirus, par exemple, on voit bien qu'on n'est pas tout puissant, qu'il y a tellement de façons de contaminer qui peuvent être extérieures même à l'entreprise, que c'est compliqué. Par contre, on a des cadres, du coup, là, on a tout un tas d'outils qui ont été mis à la disposition des entreprises par métier, qui permettent de voir les mesures de prévention qu'on peut mettre en place et d'avoir un cadre pour qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Donc la démarche, je vous ai remis un petit peu là. En gros, on va avoir un truc circulaire. On prépare, on va évaluer les risques avec le système de cotation, préconiser des solutions, établir un plan d'action, suivre ce plan d'action. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? On va évaluer ces mesures. Et puis, l'année d'après ou régulièrement, on va refaire la démarche. Bien sûr, c'est beaucoup plus pertinent et facile de faire cette démarche si on associe les salariés à la démarche. Parce que les situations de travail, le travail réel tel qu'ils le vivent, le geste professionnel qu'ils font qui peut les mettre en danger, c'est cette situation-là qu'on va voir. J'arrête le partage 2 minutes pour... voilà, pour voir s'il y a des questions éventuellement à la fin de cette partie-là, avant de passer à la suivante. Je ne sais pas. Pas de questions. Oui, parce que c'est intéressant. Surtout la situation de Covid pose question aussi. Oui, il y a pas mal de... à la fin, de toute façon, vous verrez de la présentation dans les docs qu'on vous envoie.
il y a tout un tas de ressources qui existent et toutes les structures ont un petit peu travaillé dessus, donc vous n'hésitez pas à revenir vers la structure qui s'occupe de vous pour vous accompagner, hein, bien sûr. Moi, j'ajouterais peut-être deux remarques par rapport aux remontées qu'on a des entreprises et aux constatations qu'on peut faire. C'est qui est important, il vaut mieux avoir un document unique, j'allais dire mal fait, entre guillemets, que pas de document unique du tout, parce que parfois on a des employeurs qui veulent être très perfectionnistes et qui veulent absolument que ce soit très bien réalisé, et qui du coup qui tardent à le mettre en place parce que c'est pas fini. Donc n'hésitez pas à entamer la démarche dès que possible, parce que voilà, l'absence de document unique, s'il y a un accident qui se réalise, on va vous demander de produire ce document. Et le fait de ne pas l'avoir va vous rendre, on va dire, responsable de ce qu'on appelle une faute inexcusable, qui du coup peut avoir des conséquences lourdes pour l'entreprise. Donc voilà, ça c'était la première remarque. Et la deuxième remarque aussi, c'est il vaut mieux aussi que je disais un DU mal fait, mais un DU surtout qui soit le vôtre, et surtout pas un document unique que vous achèteriez par rapport à votre secteur d'activité, parce que certains vont vous le proposer, mais que vous ne vous seriez pas approprié. Il faut vraiment pouvoir vraiment l'adapter aux spécificités de votre entreprise. Et ça, c'est très important, hein, pour compléter. C'est vrai que tu as raison de rajouter ça, parce que coller même si dans les fédérations professionnelles aujourd'hui il y a des documents uniques, hein, qui donnent des trames, c'est une bonne chose, hein, c'est un bon guideline, mais ça suffit pas. Il faut vraiment, je dirais, que ce soit propre à la situation de l'entreprise et aux salariés. Et, oui, pour rebondir, plus que mal fait, vaut mieux un DU simple, un document unique simple, que vous vous appropriez, que toute l'équipe est capable de lire, parce que la finalité, du moins une des finalités, c'est que les gens ne se blessent pas et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, vaut mieux avoir un truc simple que tout le monde comprend, tout le monde sait où le consulter, comment s'en servir, et qu'il n'y a pas 40 000 onglets pour savoir sur tel risque spécifique, etc., qu'un truc parfait, mais que personne ne va pouvoir utiliser dans l'entreprise. Et puis, on va le voir maintenant dans la partie suivante, c'est aussi un très bon outil de discussion avec vos équipes. Et voilà, donc on va aborder maintenant la partie de risques un peu particuliers qui sont les risques psychosociaux. Allez, on est dans le timing en plus. Donc les risques psycho, est-ce que le partage fonctionne? Oui, je pense là. Oui, il fonctionne. Oui, c'est bon. Super. Donc pourquoi hop là, pardon, excusez-moi. Les risques psychosociaux. Donc, on doit évaluer, on a vu tous les risques auxquels sont exposés les salariés. Et les risques psychosociaux doivent donc figurer dans le document unique, ainsi que les mesures de prévention qui vont avec. Qu'est-ce que c'est qu'un risque psychosocial? Il y a des définitions, là je vous ai pris celle de la DARES qui était assez simple et courte en plus, des risques pour la santé mentale, physique et sociale qui sont engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels, qui sont susceptibles d'agir avec le fonctionnement mental de vos salariés et de vous-même. Donc en gros, il y a vraiment un lien qui est fait entre la santé mentale, physique et sociale et les conditions d'emploi. C'est-à-dire qu'une organisation du travail, des méthodes de management, pourquoi pas, un déficit de formation pour faire face à certaines situations professionnelles, etc., vont pouvoir mettre les salariés, d'une certaine façon, en danger psychologique. Donc, il y a bien sûr une question de perception individuelle et de ressources que les salariés ont pour faire face, qui peut varier d'un salarié à l'autre, mais il y a quand même des invariants et des choses qui ne fonctionnent pas, ou qui sont des situations qui sont potentiellement dangereuses psychologiquement à long terme pour les salariés. Donc, il y a un des modèles qui est assez simple pour comprendre ça, c'est que les risques psychosociaux apparaissent quand il y a un décalage entre les contraintes du travail, en gros, qu'est-ce qu'on me demande de faire, du moins, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'on me demande de faire pour faire mon boulot, et les ressources que j'ai pour y faire face. Les ressources, ça peut être le temps, le délai, le matériel. Je n'ai pas le matériel adapté, etc. Ça va être compliqué de faire du bon boulot. Et ma formation en tant que salarié. Est-ce que j'ai le bon niveau de formation pour faire ce qu'on me demande? Voilà. Donc, il y a une autre façon de voir, c'est qu'il y a 6 familles de facteurs de risque psychosocial.
Et l'idée, c'est quand il y a plusieurs facteurs qui agissent en même temps sur un salarié pendant une période longue, on va rentrer dans une période risquée au niveau psychologique. Je vous donne un exemple. J'ai un salarié absent dans une équipe de 3 pour 2 jours. Ben, on va faire 2 grosses journées peut-être pour absorber le travail. Ça va être fatigant. Ce n'est pas une situation risquée. Par contre, j'ai un salarié absent, un salarié qui a démissionné. On ne communique pas beaucoup dans l'équipe. Je ne leur dis pas où on est mon recrutement. La situation, ça fait déjà 3 semaines que ça dure, qu'il y a des changements de planning, qu'on a des plus grosses charges de travail, etc. On a le fait de ne pas avoir de visibilité sur combien de temps la situation va durer, le fait d'avoir une charge de travail plus importante sans moyens supplémentaires, et le fait qu'il y ait un mauvais dialogue dans l'entreprise qui fait qu'il n'y a pas de discussion sur jusqu'à quand ça va durer. Là, on a 3 facteurs différents sur une période qui commence à être assez longue, et là, on a une situation qui commence potentiellement à être dangereuse. Bah, du coup, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez plus de chances qu'il y ait d'autres membres de l'équipe qui posent des arrêts maladie, qui se blessent ou à cause de la fatigue, etc. Donc sur le déséquilibre contrainte-ressources, je vous ai mis un petit peu plus de détails. Les contraintes sur un poste de travail, bah, elles sont liées déjà au contrat de travail. Un contrat de travail, on a un lien de subordination avec son employeur. On doit gérer des difficultés, des aléas. C'est pas toujours comme c'était prévu que ça devait se passer, que ça se passe le travail. Il y a des empêchements, des insatisfactions. À un moment, j'ai pas eu tout à fait le temps qu'il me fallait pour finir un dossier. Du coup, j'ai peut-être pas mis la qualité maximum que je pensais acceptable pour ce type de dossier. La confrontation avec autrui. Je vous prends un exemple tout bête, mais il y a beaucoup de métiers de service où vous avez des salariés qui sont techniquement très forts sur leur cœur de métier, mais qui ne sont pas forcément à l'aise sur le relationnel avec des clients. Quand j'embauche un bon électricien pour rejoindre mon équipe, faire de l'électricité, il n'est pas forcément à l'aise quand on fait des interventions à domicile pour discuter avec les clients, etc. Donc, se confronter avec autrui, ça peut toujours être source de petites tensions aussi. Il peut y avoir des désaccords, des conflits. Surtout s'il y a, on parlait tout à l'heure de dialogue professionnel ou de dialogue social dans l'entreprise, ça peut naître de là. Des objectifs à accomplir qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que la personne peut faire, la charge de travail, etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent présenter des contraintes sur un poste. Et de l'autre côté, les salariés ont tout un tas de ressources pour faire face à ces contraintes. Bah, ils ont des compétences et des savoir-faire. Si on les accompagne pour les développer, forcément, on va diminuer encore les contraintes. La satisfaction du travail accompli. Le développement de relations sociales, le fait d'avoir des collègues de boulot avec qui on parle professionnellement, etc., où on échange des choses, bah, ça permet de faire un milieu professionnel plus vivant et où on se sent mieux. L'affirmation de soi, être reconnu comme un membre à part entière de l'équipe. Le sentiment d'utilité. Est-ce que le boulot que je fais, il sert à quelque chose pour mon entreprise? Est-ce que je vois la finalité? L'autonomie sur le poste, ça peut venir également des compétences, des formations qu'on a et de ce qu'on nous laisse faire. Est-ce que je peux faire le boulot de la façon dont moi je conçois le boulot, s'il correspond aux objectifs de l'entreprise? Ou est-ce que mon chef me dit comment faire mon boulot, alors que je suis un professionnel compétent et autonome sur ce poste? La construction d'une identité professionnelle, bah vous embauchez des professionnels, donc avoir des entretiens avec eux et autour des compétences professionnelles qui ont été mises en œuvre, de quelles zones de compétences professionnelles ils peuvent améliorer, etc., c'est des éléments essentiels. Et le sens du travail, bien sûr. Donc voilà, vous avez un petit peu un panorama de contraintes et de ressources en face que les salariés peuvent mettre en branle pour réussir à se sentir bien et à ne pas être dans des situations à risque. Donc les 6 familles, je vous les ai mis là. On ne va pas les rentrer dans le détail, mais en gros, ça va faire le lien après avec la qualité de vie au travail. On a d'un côté les exigences émotionnelles. On parlait de la relation avec des clients, par exemple, du contact avec la souffrance, de l'empathie, des tensions. Ça peut naître
par exemple, le fait de, quand on est sur un métier, on prenait l'exemple de la coiffure tout à l'heure, mais le fait de devoir accueillir des clients avec le sourire toute la journée, alors qu'il peut s'être passé dans notre vie personnelle tout un tas de choses où on n'a pas forcément envie de rire, c'est une contrainte du poste. Et c'est une exigence du poste, et c'est un truc qu'il faut accompagner en tant que dirigeant d'entreprise auprès de ses collaborateurs. Je dirais, Thomas, même en ce moment, d'autant plus qu'on a des situations où vous avez des personnes qui ont parfois eu autour d'eux des proches atteints du Covid, et donc effectivement, vous avez des salariés qui peuvent être en situation de stress, et voilà, garder le sourire, c'est pas évident. L'exigence émotionnelle, comme tu dis, est importante. Donc à un moment, oui, il va falloir discuter avec eux déjà pour voir toutes ces choses-là. Sur le soutien, la reconnaissance dont on peut bénéficier de la part de son dirigeant d'entreprise ou de ses collègues, etc. Ça en fait aussi partie. L'autonomie, les marges de manœuvre, on en a parlé un petit peu. L'insécurité de la situation de travail. Quand vous embauchez un intérimaire pour 15 jours ou un CDD pour 2 mois, vous n'allez pas lui demander la même implication qu'un salarié qui est dans l'entreprise en CDI depuis 2-3 ans. Forcément, on fait le lien là avec la crise Covid en ce moment. Les finances des entreprises et les situations dans les entreprises ne sont pas forcément toutes florissantes. C'est un euphémisme de dire ça en ce moment. Mais avoir une vraie discussion avec l'équipe sur où on en est, etc., c'est aussi des choses qui peuvent rassurer. Parce que si on ne communique pas, les salariés savent quand il y a des difficultés aussi. Ils nous voient tous les jours, et ça évite surtout que des rumeurs, que des choses qu'on ne maîtrise pas se propagent. Donc avoir un dialogue franc sur les parties avec lesquelles on peut communiquer avec les salariés, sur où on en est, etc., c'est aussi un truc important. Des conflits de valeurs, ça, vous y êtes un petit peu moins souvent confronté, mais ça peut être, je vous prends l'exemple du vendeur d'assurance vie en porte-à-porte à qui on demande de démarcher que des personnes séniles de plus de 85 ans. Il va avoir peut-être à un moment un conflit éthique avec qu'est-ce que j'ai comme utilité sociale et qu'est-ce que mon travail apporte et ce qu'on me demande de faire. Je vais avoir du mal à me regarder dans la glace le soir, quoi. Voilà, ça va être surtout ça. Donc vous y êtes un petit peu moins. Et après, il y a forcément sur l'intensité du travail et du temps de travail. Intensité du travail, un petit truc tout bête, mais c'est pas forcément beaucoup de travail ou des grosses charges de travail. C'est j'ai un boulot qui me demande 2 heures en étant concentré à fond dessus. Si je suis interrompu toutes les quarts d'heure parce que je dois répondre au téléphone en même temps et que je vois le boulot qui avance pas et qu'en même temps je me déconcentre, qu'il me refaut un quart d'heure pour me remettre dedans, et en fait je vais perdre énormément de temps. Et ces choses-là, quand ça arrive à un de vos salariés, c'est très compliqué à gérer. Et ça peut être une grosse source de tension aussi sur son travail. Donc ça aussi, c'est des éléments que vous pouvez voir. Mais pareil, ça ne pourra se faire que dans la discussion. Donc comment on agit? Il faut du dialogue professionnel pour réaliser ce diagnostic, partagé sur le travail réel dont on parlait tout à l'heure. On disait que les risques apparaissaient quand il y avait un décalage entre les contraintes et les ressources du salarié. Donc ça, on va travailler sur comment supprimer ou réduire ce décalage. Ou on pouvait voir ça comme lorsque plusieurs facteurs agissaient en même temps sur un salarié pendant une période longue. Et bien là, on va travailler facteur par facteur. Sur les 6 familles que je vous montrais tout à l'heure, agir sur une des familles, même s'il y a 3 facteurs qui agissent, ça fait déjà baisser le niveau de risque. Et ça, en discutant avec l'équipe, ça montre déjà qu'il y a une dynamique pour améliorer les choses. Donc on a également, comme tout à l'heure, une démarche circulaire, où on va préparer la démarche, on va réaliser avec son équipe un diagnostic partagé, on va mettre en évidence des pistes d'action, et mettre un plan d'action en place, mettre des actions en œuvre, évaluer, suivre, en discuter, éventuellement corriger les actions, et on recommence l'année d'après ou régulièrement. Donc, où est-ce qu'on trouve des outils de diagnostic et des préconisations sur qu'est-ce que je peux faire famille de risque par famille de risque? Donc là, je vous ai mis 2 liens, mais il y a l'ANACT qui est un petit peu en périphérie spécialiste de ça. Donc il y a des outils d'autodiagnostic qui existent. Là, en cliquant sur le lien, vous verrez, vous tombez sur des outils d'autodiagnostic pour des TPE de moins de 50 qui sont assez simples à prendre en main.
Et puis derrière, il y a toute une base de documentation sur l'Institut national de recherche en santé, l'INRS, qui vous permettra d'aller plus loin. Quelles actions je mets en place? Ben, on a la même, je vais faire un petit peu plus court, on a la même démarche que pour les risques physiques. C'est-à-dire qu'on va d'abord regarder comment anticiper, voire éliminer le risque avant même qu'il apparaisse. Sinon, on va agir sur l'exposition et la propagation des risques. Et en dernier ressort, ben, on va protéger contre les risques qui existent. C'est-à-dire si une équipe, je vous caricature encore, mais pour rendre plus clair, si dans une équipe, il y a des grosses tensions, beaucoup d'arrêts maladie, de turnover, que tout le monde est au bout du rouleau, on sent que ça pèse beaucoup, l'option, je mets en place une hotline avec des assistantes sociales au bout, ben on est juste sur la protection tertiaire, on n'a pas fait le boulot. L'idée, ça va être de regarder qu'est-ce qui a provoqué ces risques et d'éliminer les facteurs. Voilà. Donc, comment les intégrer au DU? On va mettre pareil des situations de travail un petit peu, les facteurs de risque ou les situations de travail où on peut faire sur une toute petite boîte pour simplifier la vie. On peut mettre juste les 6 familles de risques, famille de facteurs de risque par famille de facteurs de risque. On va mettre par exemple autonomie des tâches, polyvalence. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a mis en place dans l'entreprise pour agir dessus. Donc donner des marges de manœuvre dans la manière de faire le travail. Ça en fait partie. Former régulièrement les salariés. Et là, on peut mettre à côté, il y a eu des formations pour tel salarié, le temps. Varier les tâches. Ça permet de diminuer les tensions, ça permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques, donc les risques physiques, mais aussi d'enrichir le travail. Si je suis en coiffure, que je fais une journée entière de shampoing, je vais avoir très mal au dos en fin de journée, mais en même temps, je n'aurais pas eu l'impression d'avoir eu un travail très motivant et d'avoir appris beaucoup de choses. Par contre, si le même client, je le suis au shampoing, qu'après je fais de la coiffure, qu'après je fais un petit peu de trucs pour le salon, un ménage, etc., j'aurais fait différentes tâches. Du coup, bah, j'aurais moins mal au dos, parce que j'aurais alterné les postures, et surtout, mon boulot, il a beaucoup plus de sens. Donc, j'aurais diminué les tensions liées à l'autonomie, à la polyvalence et à l'usure professionnelle. Et oui, la polyvalence aussi, c'est un bon élément sur cette rubrique-là. Donc voilà, ça s'inscrit aussi, c'est pas forcément beaucoup plus difficile d'inscrire des mesures qu'on a mis en place dessus. Et je vais redonner la main un petit peu pour les questions, s'il y en a sur cette partie-là, et sinon laisser boucler sur la dernière partie, Sabrina. Alors, il y a une question de Jeanne. Peut-on intégrer des actions de prévention RSE dans le DU, qui sont parfois assez proches de la qualité de vie au travail? Des actions responsabilité sociétale, les entreprises. Oui. Alors oui, parce que on n'a pas mis ici parce que la RSE, des fois, c'est un sujet que s'approprie des entreprises un petit peu plus grosses, etc. Mais c'est pour moi, dès le premier salarié, aussi un bon outil de développement de l'entreprise. Mais toute la partie qui concerne justement des actions qui vont viser à améliorer la qualité de vie, à diminuer les risques psychosociaux ou les risques physiques et qui sont RSE, peuvent être mises dedans. Si c'est des mesures qui favorisent un meilleur travail et un moindre risque, autant les mettre dedans, bien sûr, et capitaliser dessus. J'ai une autre petite... Ouais. L'équipe. J'ai une autre petite question, si vous m'entendez. Oui, oui. Je voulais savoir qui contrôlait le document unique. Est-ce que c'est qui est chargé d'évaluer la pertinence et Alors, il y a plusieurs acteurs qui ont accès au document unique. Il va y avoir notamment l'inspection du travail. D'accord. Qui va vérifier sa présence et regarder globalement, mais ils ne sont pas forcément formés pour tous les boulots, tous les postes, évaluer tout. Donc eux, ce sera surtout est-ce qu'il existe ou pas, est-ce qu'il a l'air en mesure de répondre à ce pourquoi il est fait et tout. La médecine du travail peut y avoir accès et je vous encourage même si vous avez une visite dans votre entreprise à leur montrer parce que peuvent également faire la fiche d'entreprise qui vous aide à du moins une sorte d'évaluation par la médecine du travail de tous les risques présents et où il vous envoie tout un tas de fiches sur comment prévenir ces risques-là derrière. Vous avez la CRAMIF, la branche accident du travail de la sécurité sociale,
celle qui est chargée de voir les cotisations, du moins de réévaluer éventuellement vos cotisations, accidents du travail, etc., à la hausse ou à la baisse, qui peut y avoir accès et avec qui vous pouvez travailler, notamment quand vous allez solliciter, on en parle tout à la fin, mais certaines aides de l'assurance maladie pour acheter du matériel ou mettre en place certaines mesures de prévention dans votre entreprise. Vous pouvez avoir des aides, mais ces aides sont conditionnées à l'existence d'un document unique que la CRAMIF va regarder, du coup, à ce moment-là. Donc, ça va être les 3-4 interlocuteurs principaux. Merci. La mise à jour du DU, oui, à qui les conseillers, oui, impeccable. Je repasse la main à Sabrina pour la dernière partie. Très bien. Est-ce que j'ai pas... C'est bon, on voit bien le diaporama, hein, Sabrina. Vous voyez bien le diaporama? Là, on le voyait, là, on ne le voit plus, par contre. D'accord. Et là, c'est bon? Non. Attends, ça va revenir. Ah, là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Très bien. Merci. Donc, merci Thomas pour cette belle présentation de la prévention des risques professionnels et notamment la prévention des RPS qu'on abordera après dans cette partie consacrée au management de la santé et la qualité de vie au travail, comment ça s'articule et par quelle dimension entamer ce management de la santé, sécurité au travail. Donc, quand on regarde tout ce qu'on s'est dit depuis le début, on voit quand même qu'il y a de fortes similitudes entre les différentes thématiques qu'on a abordées. En tout cas, elles se rejoignent sur des axes qui peuvent être éventuellement communs. Quand on met en place une prévention des risques psychosociaux et qu'on travaille, par exemple, sur une thématique... Vous voyez toujours la présentation? Non, on ne la voit plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. C'est bon? Attends, on va attendre un petit peu. Oui, c'est bon, c'est revenu, c'est bon. D'accord. Donc, je disais, quand on travaille, par exemple, sur la prévention des risques psychosociaux et que quand on analyse une situation de travail à risque, on se rend compte que le risque est en lien avec l'introduction d'un nouvel outil qui a généré un stress ou une situation problématique pour les salariés. On va identifier des actions d'amélioration et, par exemple, on sera amené à mettre en place des actions d'amélioration de type formation ou alors accompagnement au changement lors de l'introduction d'un nouvel outil ou d'un nouveau fonctionnement. Et quand on arrivera sur ces actions d'amélioration, on sera déjà sur des 6 dimensions de la qualité de vie au travail. Donc, au final, un travail qu'on aura initié sur la thématique prévention des risques professionnels va pouvoir alimenter une démarche qualité de vie au travail qui servira après de synthèse, ou en tout cas de démarche globale qui regrouperait ces différentes thématiques. Donc, on serait amené à penser que c'est une perte de temps parce qu'on fait déjà le DU, c'est une obligation, donc on investit du temps pour pouvoir actualiser son DU, alors que si on affine un petit peu plus les choses, on se rend compte qu'on met déjà un pied dans la qualité de vie au travail. Pour mettre en place une démarche QVT, nous avons dit depuis le départ qu'il était nécessaire de partir de l'axe central qui était le travail et d'identifier les contraintes liées au travail et via l'analyse des situations de travail et la mise en place de discussions avec les salariés sur ces problématiques, de faire remonter leur vécu et leur ressenti. Ça va être aussi une opportunité pour vous pour pouvoir améliorer le dialogue et la communication avec vos salariés. Ça va leur donner la possibilité d'agir sur leur travail et du coup d'augmenter la perception qu'ils ont de la reconnaissance qu'ils ont de la part de leur entreprise, parce qu'on leur donne les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir agir sur leur travail, et ça va renforcer leur adhésion à l'entreprise et ce sentiment d'appartenance à une structure.
Donc, on va partir d'un raisonnement centré sur la prévention, qui sera donc la mise en place du DU, son actualisation, mais au-delà de ça, faire vivre un plan d'action d'amélioration des conditions de travail. Et on va se retrouver à construire une démarche QVT via ces actions d'amélioration qui sont à la base issues d'une démarche de prévention des risques professionnels. En fait, si on veut schématiser, si on pouvait dire, il y a 3 stades aujourd'hui. Le stade primaire, qui serait un peu le stade où on est, voilà, novice, ça serait, on fait de la prévention des risques pro et on s'arrête là. Après, on passe à un stade supérieur où là, on construit une démarche QVT et on passe à un 3e stade où on part d'une démarche QVT pour atteindre une démarche RSE, où on rapporterait les thématiques des enjeux sociétaux, des enjeux marchés, des enjeux travail, et les combiner avec les dimensions de la RSE. Donc, ça va nous permettre de sortir d'une approche focalisée sur les risques qui peut être un peu anxiogène pour aller vers une démarche plus positive et plus participative, pour faire le lien entre voilà, comme je vous le disais, faire le lien avec la responsabilité sociétale des entreprises et bien sûr garder toujours en tête cette double objectif de la démarche QVT qui est l'amélioration des conditions de travail, mais aussi participer à l'essor économique de l'entreprise. La démarche QVT est fondée sur l'analyse des situations de travail et la mise en discussion de ces situations de travail autour d'un dialogue professionnel. Ce dialogue professionnel va avoir un impact sur votre entreprise. En plus de solutionner les situations problèmes, cette communication va favoriser aussi le dialogue social. Par exemple, on peut avoir une structure où les relations ne sont pas forcément bonnes entre le dirigeant et les représentants du personnel. Le fait de travailler, de questionner le travail réel va amener les personnes à se concentrer sur quelque chose de tangible et aller au-delà de éventuellement les a priori et le vécu historique qui aurait pu exister dans l'entreprise. Et le fait que les salariés participent à ces démarches, ça va aussi donner un signe fort aux représentants ou en tout cas aux instances représentatives du personnel qui les incitera, elles aussi, à entretenir un meilleur dialogue avec le gérant de l'entreprise. Et ce dialogue va permettre aux salariés de discuter de leur contenu du travail, ce qui va nous renvoyer à la dimension, par exemple, une des dimensions des RPS. Ça va permettre aussi de renforcer l'engagement des salariés vis-à-vis de leur entreprise, mais aussi vis-à-vis des processus de travail. Donc, la démarche QVT est basée sur 2 choses. C'est le réel, se nourrir de ce qui se passe réellement sur le terrain et la mise en discussion de ce travail réel basé sur un dialogue professionnel. Sans ces 2 dimensions, on ne peut pas mettre en place une démarche QVT. Cette mise en débat du travail réel va permettre aussi d'asseoir le positionnement des managers, les faire participer à l'animation, par exemple, d'espaces de discussion, ou alors que eux soient acteurs au même titre que les salariés de son équipe dans cette discussion sur comment on travaille, quelles sont les problématiques qu'on rencontre, quels sont les points de friction, par exemple, avec d'autres services. Ça va permettre de créer une fluidité entre l'équipe et son manager, de se retrouver dans un espace un peu neutre où on peut discuter des problématiques du travail avec une liberté qui nous donne la possibilité de nous exprimer sur notre vécu professionnel et de créer et de renforcer réellement la relation avec le manager. Donc, ça va avoir ça va asseoir la position du manager et ça va faciliter après sa communication individuelle avec les salariés, que ce soit dans le cadre des entretiens annuels d'évaluation ou alors ce sera dans le cadre
tous les aspects sur lesquels il est amené à discuter avec ses salariés de manière individuelle, et ça va aussi asseoir son positionnement sur ses interactions avec le collectif de travail. Si je reprends juste un tout petit peu, mais ça c'était pas mal. Mais l'idée aussi derrière, c'est que en discutant de QVT avec vos salariés, vous allez en discuter individuellement ou collectivement, mais vous allez agir sur tout un tas d'autres choses. Du coup, sur les parcours pro, la formation de vos salariés, vous aurez un dialogue. Comme on parle du travail, on parle de leurs compétences, bah, tout de suite on est plus dans la plaque et on parle le même langage. L'impact, comme on parle du décalage entre les ressources qu'ils ont, les contraintes des postes, ben on va les rendre plus autonomes sur leur poste. Forcément, il y aura un meilleur équilibre entre leur vie pro, vie perso, parce que ça, au cours des discussions, ça va sortir. Les horaires de travail, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut questionner, les charges de travail aussi. Et vous discutez aussi avec des collectifs sur tout un tas de sujets là qui ont été évoqués. Mais en gros, vous multipliez des occasions de discuter de façon très cadrée, parce qu'à chaque fois, on parle du travail et de la relation de travail, donc on ne se perd pas dans tout un tas de choses et ça peut être court à chaque fois. Mais en multipliant ces occasions que vous provoquez de discuter avec vos salariés, en fait, c'est tout un tas d'occasions de structurer un peu votre management de façon légitime. Parce que beaucoup d'entre vous, quand on est dans une toute petite structure, on est 3, 4, 5, il y a un aspect à ne pas négliger, c'est, on va dire, 60-80% du temps de travail, on est collègues. On parle de tout un tas de trucs, de la vie privée, de tout un tas de choses. Et il y a un moment, ce qui est très compliqué pour les plus petites structures, c'est qu'il faut se remettre dans le rôle du chef. Et du coup, cette chose-là ne se fait pas forcément naturellement. Et le fait de structurer vos échanges avec les salariés, à la fois en individuel ou en collectif, autour du travail et autour de ces thématiques liées à la QVT, ça vous permet, déjà, vous vous mettez d'accord sur les mesures. Donc, du coup, elles sont respectées derrière. Vous n'avez pas à vous battre pour faire respecter une mesure de sécurité. La reconnaissance des salariés se développe aussi. Quand ils sont régulièrement consultés, que leur opinion est prise en compte d'une façon ou d'une autre dans une démarche d'entreprise, c'est super valorisant. Et vous, votre positionnement, vous devenez le garant, le facilitateur du travail de chacun. C'est plus simple comme positionnement que celui qui tient la baguette, par exemple, en caricaturant extrêmement. Donc, d'une certaine façon, tout ça, toutes ces occasions de discuter du travail, ce qui est nécessaire pour la QVT, ça va aussi développer votre légitimité auprès de l'équipe. Et ça va permettre un positionnement plus simple par rapport à l'équipe pour faire passer les messages. Je te laisse reprendre, pardon. Non, je t'en prie, merci d'avoir apporté ces précisions. On peut l'envisager dans deux sens, soit dans le sens où on doit, comme tu le disais Thomas, dans des structures très petites, où on se confond un peu entre cette position de hiérarchique ou de manager et la position de collègue, parce qu'on est plus sur des temps de travail où on est au final, on est une équipe, on ne se positionne pas différemment. Ça permet du coup, lors de ces échanges, éventuellement, de repositionner peut-être le manager, mais ça permet aussi, à l'inverse, de pouvoir dans des situations où la relation avec le manager est tendue ou que la communication des fois est rompue entre l'équipe et son manager, quand on arrive sur des structures un petit peu plus grandes qu'une entreprise à 5-6 salariés, là, ces temps nous permettent aussi de fluidifier les relations et de permettre au manager de parler aussi de ses contraintes. L'équipe a des contraintes, certes, mais le manager aussi a des contraintes, surtout quand il est sur une position de management intermédiaire, où lui aussi peut faire part à l'équipe de « oui, je ne vous ai pas validé vos congés parce que moi, je n'ai pas reçu les informations nécessaires pour que je puisse mettre en place la tâche suivante ». Donc, du coup, ça fluidifie les relations dans le collectif, parce qu'on parle des moments de coactivité, de ce qui peut éventuellement être bloquant, ça fluidifie les relations aussi avec son manager et ça permet après de rendre les moments où le manager est de manière individuelle avec son salarié plus productif, parce qu'on a déjà abordé toutes les questions problématiques en lien avec le groupe et ça permet d'arriver dans un dialogue un petit peu plus serein et un dialogue basé sur une relation de confiance, à mon sens.
Donc, ces échanges individuels ou collectifs autour du travail vont structurer votre management et vous permettre d'augmenter, comme nous le disions depuis le début, le degré d'acceptation des mesures décidées, puisqu'elles auront été décidées de manière collective et concertée, d'augmenter le sentiment de reconnaissance des salariés, parce que c'est aussi c'est du subjectif, et plus vous ferez des choses pour montrer aux salariés qu'il est vraiment acteur de son travail et partie prenante de son travail et des décisions que vous mettez en place et qui ont un impact sur son travail, tout ça va participer à augmenter son sentiment de reconnaissance, et puis va vous positionner comme un facilitateur du travail de chacun. Pour revenir à la dimension comment manager la santé sécurité au travail, ou en tout cas manager la santé au travail et la qualité de vie, on peut se dire que pour les petites entreprises, on ne va pas être tout de suite dans une dynamique où on va mettre en place une grosse démarche QVT parce que soit on n'a pas les ressources, soit parce que cette crise sanitaire qui est aujourd'hui contraint déjà les structures à complètement réadapter leur façon de travailler ou à trouver des façons de subsister ne vous donneront pas forcément le temps nécessaire pour le faire, mais on peut rentrer par une autre porte qui est la porte de l'évaluation des risques pro. Parce que quoi qu'il en soit, vous serez obligé de la mettre en place, cette démarche, et via la mise en place de l'analyse des risques professionnels, vous allez identifier un plan d'action. Ce plan d'action va forcément engendrer des transformations, des modifications de l'organisation du travail, que ce soit par une action ciblée sur la formation, une action ciblée sur un parcours, sur un outil, et ces actions qui vont transformer le travail, vous allez essayer de les mettre en discussion avec les équipes pour pouvoir les formaliser de manière concertée, pouvoir les tester sur le terrain et créer de nouvelles conditions de travail qui vont permettre de préserver la santé des salariés et garantir la pérennité ou en tout cas participer à l'efficience de l'entreprise. Et là, en bouclant la boucle, vous allez vous retrouver dans une démarche QVT. La démarche QVT, comme nous le disions depuis le début, c'est juste partir du réel et c'est ce qu'on fait dans le DU, on part de situations de travail réelles et les mettre en discussion avec les équipes. Donc, le dialogue avec les équipes autour du travail et votre positionnement par rapport à votre équipe va vous permettre d'animer une démarche QVT qui aboutira à, je l'espère, améliorer les conditions de travail de vos salariés et améliorer votre efficience. Voilà, donc c'est ce qu'on disait au début. On part d'une prévention des risques pro pour arriver sur une démarche qualité de vie au travail en mettant en discussion ces actions d'amélioration identifiées pour après aller plus loin et se retrouver dans la dimension de la performance sociale et économique des entreprises.